Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse de comptoir. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint comme toujours par l'équipe habituelle, Réa, Pop et Doc. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors dans la précédente émission, nous avions discuté longuement du MVP. Nous avions donné nos votes, les candidats et nos votes à ce moment-là. Donc c'était il y a quand même pas très longtemps. Ça avait fini sur 3 Embiid et Jokic si je me souviens bien. Et aujourd'hui, on va faire les awards dans leur globalité. À l'heure où nous vous parlons, je crois qu'il reste 3 matchs par équipe maximum. Donc les destins sont plus ou moins scellés pour tout le monde et la plupart des trophées sont déjà décidés, honnêtement. Donc on va passer en revue tous les trophées. Et avec cette année, on mettra moins l'accent sur les MVP qu'auparavant l'an dernier. C'était le but de la vidéo d'il y a 15 jours. Eh bien, messieurs, du coup, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par un trophée qui est dont le vainqueur est déjà connu et garanti, peut-être pas l'unanimité, mais quasiment. Le rookie de l'année, avec Paolo Banchero, immense favori. Et je pourrais citer quelques noms à côté, comme Jalen Williams, qui fait une excellente fin de saison. Walker Kessler qui visiblement fait déjà oublier Gobert à Utah et Benedict Mathurin, Keegan Murray entre autres. Est-ce que je vous demande vraiment si vous avez quelqu'un d'autre sur votre papier que Banchero? Je pense que tout le monde. Voilà. Banchero aussi, ouais. Ouais, voilà, Non, Banchero aussi, c'est évident. Voilà, c'est évident, tout le monde a Banchero. Est-ce que vous voulez peut-être dire quelque chose sur peut-être déjà sur Banchero lui-même, mais aussi sur les autres rookies sinon de la QV? Sur les autres rookies, en mention spéciale à la rigueur, on peut parler de Jalen Duren des Pistons qui a bien fini. T'as aussi, c'est Mark Williams, le gars des Hornets. Ouais, Mark T'as Williams. ce genre de joueurs qui finissent fort la saison dans le même truc. T'as aussi Shar aux Blazers qui est on fire depuis qu'il y joue, tout simplement là. Mais donc d'autres années sur des années faibles. Limite, ça aurait été des concurrents là cette année. Bon, tellement une avance confortable que c'est même pas la peine, quoi. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est le Banchero, il perf très vite. Il est numéro 1 en attaque de son équipe. En plus, il y a beaucoup de blessures au Magic en début de saison. Donc il a tout de suite eu les rênes. Ça, il y a un gars qui est blessé, donc qui peut pas lutter. Tout bêtement. Et moi, j'aimais bien le Magic. Hein. Ils font une belle saison au final. Hein. Après leur départ Oui, pourri. il faut, si Chicago s'était pas réveillé, il serait rempli. Ils sont à 50% depuis leur départ un peu pourri, là, toutes les blessures. Depuis que tout le monde est revenu, ils sont à 50%, voire plus, hein, je crois, de victoire. Hein. Ils font une vraie belle saison, Orlando. Ils font une vraie belle saison. À la limite, moi, je très vite deux noms, même si clairement, j'ai aucune chance. C'est Kessler qui passe derrière Gobert, donc qui on promettait de prendre une sauce pas permis, et qui fait franchement le taf. C'est encore loin d'être pris, hein. Encore quelques érudits de cette saison, hein, ça se discute. Mais non, il a été solide, il a été intéressant, il nous a fait un joli 20-20 de mémoire. Ouais, il me semble, ouais. Donc, voilà, il m'a été cité, et un qui a pas les stats, mais qui est encore plus sur cette fin de saison, un côté dagger, c'est Keegan Murray. C'est un nom que je trouve vraiment bon aux Kings. Il a eu du temps à démarrer, et après l'équipe tourne bien, avec plein de joueurs qui mettent des points qui sont importants. Donc c'est pas facile de faire sa place, mais il a quand même réussi à la faire, et réussi à proposer des trucs intéressants, notamment l'espèce de duo qui peut former avec... son nom ne revient pas, le rouquin. Merci. Avec Werther, c'est plutôt pas mal. Bah Murray, moi j'avais pensé, mais en fait je trouve pas qu'il ait vraiment mal commencé la saison. C'est les Kings plutôt globalement qui étaient pas très bien en début de saison. Il a pris un rookie wall, hein, Murray, à un moment, je trouve. C'est ça. Après, oui, il a un petit peu descendu, mais je trouve au contraire, il a très bien commencé la saison. Il a baissé à un moment. Et puis là, je pense que ce qu'on voit actuellement, ça va être ce qu'il va faire toute sa carrière. Et c'est aussi, après, c'est un rookie qui est relativement vieux de mémoire. Je crois qu'il a fait un cursus complet ou au moins 3 ans.
Donc c'est un joueur qui est déjà prêt et qui va pas beaucoup progresser. Je pense que ça l'aurait quand même pas mal handicapé si on enlève, même pour faire deuxième, quoi, tu vois. Alors, il a fait que 2 ans, 22 ans, voilà, 22 ans et 2 ans à Iowa. mais il est assez vieux Ouais, quand même. moi, je disais plus. Ouais, mais il est assez vieux quand même parce qu'il a bientôt 23 ans, hein. Donc, il est né en août, donc il est. Ben, ils auront cet été, ouais. Voilà, ils aura cet été, mais il a fait que 2 ans, hein, malgré tout, à Iowa, où actuellement son frère joue d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Chris Murray. Après, oui, hein, je te rends pas que c'est le futur Jordan ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il progressera encore l'an prochain, ne serait-ce que parce que là, il a trouvé sa place dans la rotation qui était un peu plus fluctuante en début de saison, notamment, comme tu dis, quand il s'est tapé un peu en rookie wall. Mais je ne dis pas non plus que son début de saison était mauvais, mais c'était correct, voire bon. Mais là, vraiment, sur ce dernier mois, je le trouve excellent. Oui, là, il est costaud en ce moment. En ce moment, il est. Il faut aussi, je dirais, saluer les Kings qu'on a beaucoup clashé au moment de la draft. Enfin, qui se sont fait clasher. Moi, perso, je connaissais pas assez la classe pour le faire. Mais sur le fait de prendre Keegan Murray en 4, alors que selon beaucoup, il y avait beaucoup mieux à prendre. Ouais, en même temps, ça a été le problème des Kings ces 15 dernières saisons. Ils étaient des choix de merde souvent, que tu vois un truc qui sort de l'ordinaire, forcément, tu as envie de les clasher. Et, on en parlait avant de tourner. Regarde, où est-ce qu'on les mettait? On les mettait tous bon, ils sont trop nuls pour être en play-in ou en PO. Ils sont trop bons pour être dans les derniers. Ouais. Mais on est tout petit, ça faille qui posait. Je parle des Kings, quoi, comme d'habitude. Moi, pour revenir un peu sur les rookies, j'aimerais tempérer un peu la hype quand même sur Kessler parce que alors c'est pas un mauvais joueur, hein, je dis pas le contraire, mais c'est un joueur qui fait de la stat, hein, quand même, parce que défensivement le Jazz est atroce. Alors bien sûr le basket ça se joue à 5, hein, mais défensivement le Jazz est atroce. Défensivement le Jazz se fait absolument trouver le cul tous les soirs. Donc alors que moi je me souviens très bien que quand Gobert est arrivé, pour parler du joueur qu'il a remplacé, Utah était passé top 10 défense dans la foulée, hein. Donc attention. C'est pas, je ne vise personne en particulier ici, hein, mais je vois déjà, les gens se dire que ils ont trouvé mieux en beaucoup moins cher, ou aussi bon en beaucoup moins cher. Kessler, il met des blocs autant que Whiteside à Miami, ça faisait pas une bonne défense, hein. Oui, non, c'est pas ce que je cherchais à dire. Colliers, en disant il est aussi bon que Gobert cette saison, mais oui, non, c'est pas. Non, mais c'est ce que je dis, je te vise pas spécialement, mais je sais que c'est des pensées et des mots que j'ai déjà lus ailleurs, parce que statistiquement, il en impose, et c'est vrai que depuis 2 mois, il tourne à, je sais pas, 3 blocs par match au moins. Oui, bien sûr. Voilà, Après, c'est moi aussi qui préférais préciser ma pensée, pas par rapport à ce que tu avais dit, mais parce que mon message n'était pas clair. Plus que 20, Kessler, on en attendait un mec qui serait juste bon pour le genre de banc quand il est Ouais, il est drafté. Bon, voilà. Au moment où il est drafté, je crois qu'il est encore ruiné. Mais et voilà, il s'est retrouvé catapulté dans le 5. Tout le monde disait il va prendre une sauce pas permise. Et je trouve qu'il fait plutôt bien le débrouiller. Bah, il débute sur le banc, hein, d'ailleurs, hein. Oui, c'est ça. La moitié de la saison, il la passe sur le banc en vrai, hein. C'est janvier, décembre, je crois qu'il passe titulaire, hein. Oh, mais je crois qu'il a très vite pas mal de minutes, hein. Je vais vérifier, mais Oh, il joue. Ah oui, non, mais il joue. C'est un split, hein, quasiment à ce moment-là, hein. Il joue une petite vingtaine de minutes, je crois, même en étant remplaçant, hein. C'est pas loin d'un split. Je sais plus. C'est parce qu'Olynyk qui se blesse à un moment, comme était pivot titulaire, il s'est blessé à un moment, je crois, épaule, un truc comme ça. Olynyk qui se blesse, Ouais. Et ah oui, moi je voulais juste tirer mon chapeau à Jalen Williams qui entre guillemets démarre trop tard mais qui fait vraiment une très 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 grosse fin de saison et une très belle saison en général, et surtout pour un guard qui est hyper actif en défense et qui tourne à 50% au shoot, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc Banchero, rookie de l'année pour tout le monde, sans surprise. Je passe au deuxième trophée. Nous allons parler du coach de l'année. Plusieurs noms, donc on parlait des Kings, donc il y a évidemment Mike Brown qui sera dans les favoris.
Malone pour les Nuggets, Joe Mazzulla, Tyler Jenkins, voilà, quelques noms. Peut-être qu'on n'a pas tout le monde, donc je vais demander quand même qui est votre coach de l'année cette saison. Pour ma part, c'est Mike Brown, c'est le coach de Sacramento. Bon, forcément, ça fait un peu mal de se dire ça, mais bon, disons que si on prend les trophées d'une manière très pragmatique, et vraiment, si la seule question qu'on se pose, c'est quelle équipe a le plus excédé les attentes et de fait de choisir le coach de la dite équipe pour être coach de l'année, c'est Sacramento et c'est plus ou moins la définition que j'ai choisie. Et donc, pour ces raisons, c'est Mike Brown qui fait d'une équipe qu'on pronostiquait, je crois, j'allais dire en immense majorité, mais en fait à l'unanimité 11e, sauf erreur, Oui, qui quasiment. emmène cette équipe à une belle 3e place à 60% de victoire. Ah, je peux entendre le discours. En revanche, j'aime pas Mike Brown. Enfin, je pense que pas grand monde aime Mike Brown. Et puis, j'aime beaucoup Mike Malone à l'inverse. Je trouve que c'est un très bon coach qui fait du très bon boulot. J'ai encore un travers quand il s'était fait virer de Sacramento à l'époque, ou alors qu'il faisait un excellent travail. Il n'a pas encore de coach of the year. Pour moi, ce sera sa seule opportunité dans sa carrière. Donc, je préfère lui que Mike Brown qui a déjà eu un COI et qui est bon. On a tous le même, du coup, sauf si Réa veut. Moi, j'ai Mike Brown aussi, hein, ça me trouve le cul également, mais on est obligé de souligner sa belle saison, Réa. Disons, faut être honnête, j'aurais tendance à dire Mike Brown, mais ça me trouve tout dans le cul goût. Mais j'hésite avec Taylor Jenkins. Parce que, alors certes, la progression n'est pas fameuse, c'est même un peu moins bien que l'an dernier, quelque part, au niveau du jeu, surtout à l'extérieur, et du bilan final. Mais Jenkins, il fait, je sais pas combien de mois pour Jackson Junior. Il se retrouve avec son franchise player qui fait n'importe quoi au point d'être à moitié suspendu, à moitié. C'est bon, tu suspends pour pas que la NBA le fasse, quoi, en gros. Avec une blessure, alors certes, c'est plus sur la deuxième partie de saison, mais un blessé lourd. T'en as même un deuxième avec un ami néo-zélandais qui est resté blessé assez longtemps. Donc je trouve que Jenkins, dans ce merdier-là, il s'est plutôt pas mal débrouillé, tu vois. Ouais. Ça peut se comprendre. Moi, je garde Mike Brown quand même, mais Mais après, par contre, je pense clairement que c'est le Mike Brown qui l'aura, parce que la progression des Kings est folle. Ça, il n'y a pas à chier. Et je prends plaisir à regarder les Kings, ce qui ne m'était pas arrivé depuis l'époque de Mike Bibby. c'est assez fou comment il a réussi à implémenter le jeu de Golden State là quand il était assistant en étant head coach à peu près toutes les années qu'il a passé en NBA avant où il n'était qu'un simple coach défensif et qu'il était mauvais pour dessiner un système quoi tout simplement. Donc assez impressionnant quand même le revirement de situation, hein. Après, le seul problème que j'ai avec les Kings, c'est il a eu l'intelligence de se dire de toute façon, cette équipe n'arrivera pas à se défendre tout pour la tête et on va passer 150 points à tout le monde tous les soirs. Mais j'attends de voir en playoff. Ouais, ça après c'est notre question, c'est l'équipe qui est jamais allée en playoff en plus donc Oui, mais je parle par rapport aux adaptations de défense. Ce sera pas. Si ça se trouve, il va arriver à s'adapter, tout ça, ça va être très bien, mais ça va pas aller loin parce qu'ils vont tomber sur un épouvantail et là, t'as pas de chance. Hein. Mais c'est plus là-dessus que je verrai. Par contre, si l'an prochain, il refait la même saison avec plus ou moins le même effectif, tout en ayant su s'adapter, là, probablement, je te dirais, Mike Brown, tout de suite, all day, quoi. du coup là je te demande un vote, tu me dis. Jenkins. Ok, donc 3 Mike Brown, 1 Taylor Jenkins. Moi, j'avais pas dit Brown, hein, moi j'avais dit Malone. Ah pardon, j'avais compris Brown, excuse-moi. Non, je refuse. Ah, ça te trouve le cul à ce point-là? Ah ouais, non. D'accord, donc Mike Malone. Oui, non, c'est après. Ah ouais, ok. Ça me choque pas qu'il le soit. Ça me fait chier.
Et puis je vois pas. Pour moi, Malone ne mérite pas beaucoup moins. Ah non, mais il n'y a pas de souci, hein. Moi, c'est un trou de cul, mais j'essaie de rester entre guillemets objectif dans mon avis. Donc, si pour toi c'est Malone, il n'y a pas de souci. J'avais mal compris. D'accord, bah voilà, donc c'est un peu plus serré quand même que prévu, mais ça c'est parce que personne ose voter Malone, Brown, ça j'ai bien compris. Et quelque chose à rajouter sur l'écho, je voulais peut-être faire une petite louange sur quelqu'un. Ouais, allez, on va citer Pop pour faire de victoire. Ouais, parce que Réa nous voulait parler de Retraite imminente. Réa nous voulait absolument nous parler de sa saison à 20 victoires, tu vois, donc Non, c'est pas de la saison à 20 victoires. Je veux parler, c'est le fait qu'il ait battu le record. Pour moi, c'est quand même pas rien. Mais oui, saison des Spurs est dégueulasse, au moins tant que l'effectif. c'est sûr que ça fait mal de battre le record dans une saison où tu t'en comme un porc, hein. Ouais, j'aurais préféré qu'il la batte sur une saison en 60% comme ils en faisaient presque tout le temps. Ah oui, oui, non, mais clairement, même un bilan positif, même un bilan juste équilibré, ça aurait été ok, hein. Là, c'est vraiment. Ça commence à remonter tout ça, c'est ça. Ouais, là, ça commence à être moche, hein. C'est la retraite d'ailleurs cette année, du coup. 4 ans, je crois. Ouais, je pense que ça dépend de la draft. Si Awen Benyama il reste. Il est vieux, hein. Moi, c'est ça le truc, c'est qu'il est très vieux, hein, donc je sais même pas s'il a envie de se lancer dans un projet un peu de reconstruction là. Là, il a fait l'année, mais. Mais si, dans tous les cas, même si Owen Bayama, il va pas plus loin que l'an prochain, je pense. Ouais, on sur la fin. C'est parce que aussi, clairement, on sait pas s'il revient l'an prochain. Ça fait 4 ans hein, qu'on se pose la question de toute façon. Ouais. Ouais, Parce que l'effectif est nul, donc forcément. Je voulais le citer parce qu'on aura peut-être plus souvent l'occasion de le citer comme coach. Mais aussi, alors, ça n'engage que moi, c'est peut-être une énorme connerie ce que je vais dire. Mais je suis même pas sûr qu'il va arrêter de faire. Il n'y a plus Madame Pop, malheureusement pour lui, et malheureusement pour elle. Et finalement, moi, qu'est-ce qui lui reste qui kiffe le basket? Ouais, il se voit là-dedans pour commencer. Ouais, Après, je viens de penser à un truc, c'est toujours lui qui est à la tête de Team USA? C'était la dernière fois. C'était pas la dernière fois qu'il prenait Team USA, justement. Je sais pas, mais s'il est là pour. S'il fait les JO, je pense qu'il continue de coacher jusqu'en 2024. Mais je crois que c'est Kerr. Non, Ouais, c'est Steve Kerr, hein. Ok, c'est bon, il a passé le flambeau. Ouais, il a passé le routine pour flambeau, moi. hein. C'est pas ce qui me semblait. Oui, il est parti, donc je pense que c'est fini, hein. Bon, on verra bien. On verra. On verra. En tout cas, ça aura été une magnifique carrière, et puis bah, ça nous fera un podcast de plus à faire. Il va partir comme il est arrivé. Une saison de l'air des bien first pick. Je plaisante pour ceux qui nous écoutent. Allez, donc 2 Mike Brown, un Mike Malone et un Taylor Jenkins. On va passer troisième catégorie. Je mets le MVP, cette fois un peu au milieu de tout ça et pas à la fin. Voilà, comme j'avais dit, comme on en a parlé il n'y a pas très longtemps, on va pas non plus épiloguer. On avait 3 Embiid à Jokic. Est-ce que Doc et Pop, qui avaient voté Embiid comme moi, vous avez changé d'avis ou pour vous Embiid est toujours votre MVP? Non, moi, j'ai pas changé. Je pense même que l'écart, du coup, c'est un peu creusé. Je suis d'accord sur ce point-là. Une récente performance, genre 52 points et quelques sur Boston contre une défaite contre Houston, aurait-il influencé le résultat? Là, une performance de Port, c'est un bilan qui va être très similaire, un nombre de matchs joués qui va être très similaire pour les deux. Ils sont à égalité en bilan, je crois, là, aujourd'hui. Et Jokic qui est déjà double MVP, donc il part avec des votes en main. Ça, et puis au-delà de ça, Et puis t'as le meilleur marqueur aussi. aussi, et t'as alors c'est pas tout à fait les cotes, mais t'avais un truc avec si le MVP c'était là maintenant, on casserait les votes et où Embiid est quand même devant. Ouais, il a creusé un peu l'écart récemment. En plus, j'ai même vu qu'il y a deuxième dans certains trucs, hein. Sachant que ça datait d'avant le match 50 points. Moi j'ai vraiment vu que ça y est, les gens ont un peu ouvert les yeux sur Giannis. Ils se sont dit putain, c'est vrai que. Il était ça. C'est vrai qu'il est fort quand même, le petit grec là. Il est en 30-10 le con. Il est en 30-10, ils sont deux. Premier de la ligue. Premier de la ligue. Putain, il est pas mal le Salakis là en fait. Peut-être voter pour lui, hein. Ouais, mais il y a le même problème que Jokic, il part avec 2 MVP dans la trailer, Moi, tu sais, ce qui m'a surpris, c'est surtout que dans ma tête, j'ai l'impression qu'Yanis, il avait loupé 35 matchs parce que j'ai l'impression de le voir tout le temps out. Mais en fait, il loupe un match par-ci par-là et au final, il a joué quasiment autant que les deux autres. Oui. Parce qu'il est à 63, je crois. Là, il est à 63 et je crois Jokic habite sur un pelle au-dessus à 65, je crois, un truc comme ça. Ouais, non, mais 31, 12, 6. Bon, il est en deçà cette année défensivement sur ses stats, par contre.
Il n'a pas été aussi, entre guillemets, faible défensivement en stats depuis sa saison rookie, mais bon, il est toujours aussi fort en défense, hein, ça veut rien dire, hein. Mais ouais, grosse saison quand même, mine de rien. Mais je serais pas surpris, tu vois, de Puis le une voir. saison LeBron. Ouais, c'est ça, non, mais il a banalisé ses Ouais, perfs, non, hein. c'est- Il a ouais, banalisé c'est ses ça. perfs. Ouais, c'est le meilleur, lui, c'est le meilleur joueur. MVP? Non, non, pas cette année. Mais c'est parce que aussi, Il est tellement bien entouré aussi. Cette année, pas trop, hein. Il y a eu de la blessure en pagaille. Ouais, même dans la tête des gens, c'est... Ouais, putain, il y a un fictif qui était champion il y a 18 mois, il a Middleton, il a Brook Lopez, il a Shrew, il y a Portis, il y a... non, mais Je veux dire, il est vraiment fort, hein, Yanis. alors c'est quand tu parles d'Embiid dans la tête des gens, c'est ouais, il y a Embiid, un demi-Harden, et puis c'est là. Quoi. Par contre, ça c'est vrai, il y a eu un demi avec cette saison. Ah, bah, tu vois ce que je veux dire. Il a enchaîné Ouais, les non, bien sûr. il a enchaîné les triples doubles. En plus récemment, Yanis là, il en a fait pas mal. Ah non, ouais, trop fort. Mais moi je t'ai dit, j'ai vu des, je crois que c'était le dernier pool ESPN où il était passé deuxième, je crois, hein. Il était même pas très Moi, loin ça me d'Embiid, choquerait pas parce que pour moi, il fait une. En fait, c'est tu mets 0 MVP au 3. Pour moi, c'est Yanis, puisque leader de la ligue et puis niveau perf, les 3 veulent. hein. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais après, je sais plus lequel de vous était en train de parler de saison à LeBron. Il a même mis le chest down block pour aller avec. Ah ouais, non, il a mis un truc encore. Ah, le truc, tu rêves de le faire à ton petit niveau, et lui, il fait ça en NBA. Mais du coup, Réa, tu voterais pour qui là alors? Toi qui étais sur Yoki. Ouais, comme je disais, je pense clairement que ce sera quand même Embiid, surtout là, avec les performances qu'il a fait. Autant il y a 15 jours, je voyais Jokic, parce qu'il a quand même sorti des pertes de 20. Mais là, sur la dernière ligne droite, Embiid est extrêmement impressionnant. Il est vraiment Plus fort. que Jokic, et je pense que c'est Embiid qui va l'avoir. Mais bah, après, là tu penses, mais c'est aussi ce que tu voterais du coup? Oui, parce que pour moi, les trois méritent de l'avoir. Donc, Ouais, parce que voilà, pour des raisons différentes. parce qu'évidemment, parce qu'évidemment les votes, c'est pas ce qu'on pense, hein, c'est ce qu'on voterait si on nous donnait un bulletin de vote, hein. Mais oui, je pense que je vote Embiid parce que il est clutch au bon moment, il met la performance, il est bon. Maintenant, arrêtez de me faire chier, c'est moi le MVP. Après, c'est là, on peut pas être enfin, on peut pas être entièrement objectif. C'est des storylines, hein, la NBA, et je pense que pour un premier MVP, c'est bon, c'est maintenant, Ouais, c'est maintenant ou jamais, ah. quoi. Sinon, il le Je sais tous que le vrai MVP, c'est Scalabrine. Mais... C'est Luka Doncic, mais évidemment le vrai MVP. Tous les ans, c'est le vrai MVP. Voilà, donc on part sur 4 Embiid pour le MVP, et ben on verra, hein, qui l'aura, parce que c'est quand même pas non plus, c'est pas fait non plus cette histoire. Je vais enchaîner du coup avec qu'est-ce que je me donne? Tiens, le 6e homme de l'année, avec pas mal de candidats. Pas mal de candidats. Quelques joueurs à mentionner quand même. Je pensais là à Malik Monk dans la tête. Mais surtout un duo de favoris, Quickly Brogdon. Et un petit Bobby Portis en embuscade quand même, qui fait une très belle saison dans la meilleure équipe de la ligue. Alors, du coup, je vais vous poser la question. Qui est pour vous le 6e homme de l'année cette saison? Allez, je vais me lancer. Alors, il sera, selon moi, Quickly, pour qui je voterai Quickly. Il est sur les 3 derniers quarts de la saison de Quickly, il est sur le premier quart de la saison Brogdon. Mais c'est mon avis. Ok. D'accord. Parce que Quickly est quand même... il était un peu dans le dur sur le premier quart de saison, mais comme tout New York, en fait, le temps qu'il s'adapte au fait qu'il y ait Jalen Brunson qui trouve les rotations, qu'ils arrivent à remettre un peu de plomb dans le crâne de Randle et lui faire comprendre que c'était que la deuxième option. Malheureusement, Vavan n'est pas chez la trappe dans l'histoire, mais c'est à partir du moment où ils ont trouvé plus ou moins une rotation. Là, Quickly est vraiment revenu très très fort. Et en vérité, le parfait 6e homme, aussi bien pour les Knicks que pour n'importe quelle autre équipe dans la ligue. Ok. Quickly pour Réa, Pop ou Doc, votre avis? Pour moi, déjà, Quickly, il est pas top 3. Ah ouais? C'est pour moi, ouais. Mais en fait, je comprends pas. Je vois pas trop ce qu'il fait de plus que entre Portis, Brogdon ou Monk.
Et sachant qu'en fait, historiquement, le sixième homme, tu as souvent une grosse équipe qui... Bah, en gros, si tu regardes les meilleures équipes, ça, je suis d'accord, ils valident ce truc. Mais dans les équipes au-dessus, les trois bah, font aussi bien. Donc à partir de là, moi, je penche plutôt sur Brogdon, qui fait une saison ultra solide dans la définition du sixième homme. Ah, et pas top 3, Monk devant quand même. Bah, Monk, franchement, c'est... Bah, Ah, il fait une belle année. côté stats, c'est côté stats, le rôle est à peu près le même. Hein. C'est tu vas rajouter un petit peu de création à Quickly, encore que Monk, il fait un peu de création aussi, de par sa petite taille qui lui donne la balle et qui fait aussi, vu qu'il est petit, tu peux pas le faire jouer avec Fox en gros, et donc il se retrouve beaucoup avec la balle quand même. Et bah, attends, je regarde les stats, t'as un point de plus, ouais, un point de plus pour Quickly. Moins de temps de jeu, moins de temps de jeu pour Monk. Hein. Il fait Ouais, un plus. 5 points, 5 tirs à 3 points. Tu sais que tu l'as pour ça. 5 tirs aussi, une adresse similaire. Franchement, y a pas... pour moi, c'est Quickly, c'est en gros juste parce qu'il joue à New York. D'accord. Je nie pas que ça joue un peu. Ah, il a mis des grosses perfs récemment. Hein. Ouais, non, bien sûr. Après, oui, c'est comme tu disais, ça aussi. Hein. Storytelling, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est les 3 autres. Bah, déjà, Portis, bah, c'est comme Yanis. Au-delà que c'est même pas une star. C'est quand même un marché très peu regardé, on va dire. Et les 2 autres, bah, solides, quoi. Ouais, je reviens sur Brogdon. Brogdon, je le trouve, certes, à nous, on est vachement irrégulier toute la saison. Voilà, je suis d'accord que c'est un peu consubstantiel au sixième homme, mais Quickly, quand tu regardes ces matchs, t'as une première partie de saison qui est cradingue, avec même des matchs à 0 points. C'est limite les matchs à plus de 10 points sur les 20 premiers matchs, tu les cherches. Et alors que là, tu prends les 20 derniers matchs, il tape des 30, des 40 points. Je le trouve plus régulier depuis qu'il s'est mis en route. Ouais, bah, c'est irrégulier du coup. Donc, Ouais. Ouais, mais souviens-toi, ce que j'ai dit, c'est sur la première partie de saison, je vois un peu plus Brogdon et après Quickly. Parce que Quickly, il a fallu du temps qu'il trouve son rôle. Et je trouve que depuis qu'il a trouvé son rôle, Oui, mais je il est comprends. vachement plus régulier. Je comprends, mais tu peux pas me dire que Brogdon, c'est chiant, il est irrégulier, et Quickly, il a bien un quart de saison avant de se lancer. Enfin, pour moi, c'est pas cohérent comme discours, ça. Si, parce qu'il y en a un, c'est qu'il est irrégulier et l'autre, c'est un diesel. Ouais. Pop, ton avis sur tout ça? Ben, moi, déjà, avant de donner mon candidat, je rejoins Doc sur Quickly. Un peu aussi aidé par le fait que je puisse pas me voir ce joueur. Hein. Enfin, depuis son arrivée dans la ligue, enfin, un peu de mal avec le profil, disons, de poste 1-2 qui crée pas, ou que pour lui est inefficace, même s'il a un peu progressé depuis. Ouais, il a progressé Et quand même. mon candidat, c'est Boyle Portis, du coup. Ah, Parce ouais. que, et honnêtement, ça m'étonne enfin, disons que je le voyais pas en tant que lock, mais je le voyais en tant que favori, en fait, indépendamment de mon vote. Il n'est pas que Fortis, on a déjà un. Bah, oui, mais quoi. Et Louf. il est en 14-10. Mais il a pas C'est- de sixième homme de l'année, Portis. Il me semble que si. Hein. Ah ouais, je me disais que j'avais Non, pas il a. souvenir. Bah non, il a Ce pas été. serait quelle année? Puisque Quel- depuis qu'il est... Ah, peut-être la première année à Milwaukee. Non, il fait pas assez de Il me stats, la première semblait, hein, que la première Il est année. titulaire depuis Il a le mis- titulaire. Bah ouais, il est titulaire l'an dernier, donc c'est pas lui. Et avant, c'était genre Clarkson, Harrell, tous les Lou Williams qui sont passés. Ouais, ouais, il est- Ah bah non, Avant, il désolé si statait je dis une bêtise, j'étais persuadé qu'il l'avait eu. Et il statait moins, à part peut-être il nous donnait à Chicago, mais ça tombe pendant les gros trucs de Lou Williams, ça. Donc non, il a pas de Ah, sixième. désolé, je dis une bêtise, mais j'étais persuadé qu'il avait eu la première année à Milwaukee. Vas-y, Pop. Et donc, en fait, s'il souffre par contre d'un défaut, pour en parler rapidement, que Quickly a aussi d'ailleurs, Oui. c'est que je trouve que 20 matchs joués en tant que titulaire, Ouais. enfin, un match, peu ou prou 20 matchs, je crois que c'est 19 pour Portis, ouais. Quickly 21 pour Portis ou l'inverse, je sais plus, j'ai C'est un regardé truc avant. comme ça, ouais. Bon, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais en même temps, 14-10, 9e joueur qui a fait le plus de double-double de la ligue en tant que remplaçant. Je trouve ça tellement, surtout en seulement 26 minutes, c'est pas un remplaçant quand on joue 32. C'est hyper impressionnant, d'autant plus
dans la meilleure équipe de la ligue. Donc voilà, c'est mon candidat. Et encore une fois, je trouve ça étonnant qu'il soit aussi peu cité dans cette discussion. Bah écoute, moi c'est ce qui a fait la différence entre Brogdon et Portis. Moi j'ai cliqué troisième. J'avoue que Monk ça me passait pas trop par l'esprit, mais j'entends l'argumentation et c'est vrai que je suis ouvert au débat sur ça. Mais moi c'est ce qui a fait la différence entre Portis et Brogdon, c'est que Brogdon n'a pas joué un seul match titulaire et que Portis, alors évidemment titulaire ça booste, mais il y a quand même un Portis titulaire et un Portis remplaçant parce que bah, il est titulaire devant Yanis, donc forcément il y a des shoots qui se libèrent quoi. Et il en profite. Comme Quickly d'ailleurs, quand il était titulaire, il en profitait parce que c'était devant Bronson. Et, et quand je vois les stats finales, je me dis que Brogdon, statistiquement, il est avec tout le monde, en étant toujours remplaçant, en ayant 25-26 minutes de temps de jeu, ce qui est assez raisonnable. Et moi, c'est ce qui me le fait mettre devant. C'est pour ça que j'ai Brogdon personnellement devant Portis. D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu vas dire, le temps de jeu, c'est encore pour moi un élément qui n'aide pas Quickly vis-à-vis des deux autres. Il joue 3 minutes de plus que les deux concurrents dont tu m'as parlé. Donc, enfin, en même temps, c'est pas forcément un point si négatif que ça, mais ça l'est quand même pour moi. Ouais, c'est parce que quand il est titulaire chez Thibodeau, hein, donc il a fait des matchs bien costauds au niveau minutes. 48 minutes C'est ce que 30. j'allais dire. Non mais c'est vrai, hein, moi je me souviens que Quickly il a fait des matchs, pas mal de matchs à plus de 40 minutes à un moment Donc, parce qu'il y avait quelques blessures et Thibodeau il faisait une rota à 7-8 et bah Ah bah, 55 minutes contre ouais, Boston. j'en ai un. ouais, 50 minutes. c'est une double overtime je crois celle-là, ouais. Ouais. Ah ouais, non mais il finit sur un temps de jeu Je booste ses stats quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, surtout qu'il met 38 points sur ce match. Ouais, c'est ça, vis-à-vis d'un Attends, monde tiens, ouais. qui en joue 6 de moins quand même. Ah ben Donc, Ouais, je suis en train de regarder dans ces grosses perfs de points Il est sur un titulaire. temps de jeu réduit. Il y en a juste une, c'est face à Houston. Ouais, non, il a mis des cartons. oui, donc ça compte pas en plus. À la place de Brunson, il a mis des cartons, hein, clairement. Il a Non, mis non, des bien gros, sûr. gros Après, ça cartons. enlève pas la qualité de successeur de Lou Williams. Hein. Après, voilà, sans Oui, être non, des cartons, quand il met. Toujours faux. Quand il met 26 points en 33 minutes, ça reste plus que correct. Hein. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est bien, c'est serré du coup, hein, parce que même le vote final, je me demande où est-ce qu'il va nous emmener. Hein. Et puis d'ailleurs, ça, enfin, je me dis ça, c'est pas du tout un argument. Enfin, c'est un argument, mais c'est pas du tout un argument qui m'a fait changer d'avis. C'est que j'aime bien l'idée de récompenser un poste 4-5 comme ça, enfin plutôt 5 désormais, euh, comme Portis. Et à part Harrell, je vois pas trop de joueurs un peu similaires. C'est souvent des postes 1-2 comme Quickly Brogdon qui mettent des points en sortie de banc. C'est rarement des profils comme celui-ci, je trouve. Et j'aime bien le fait que ça apporte un peu de variété. J'ai Non, je suis assez d'accord avec toi. j'ai que Lamar Odom en tête en tant qu'intérieur qui l'a gagné. Qui Bah, porte un peu plus la balle. Ouais, qui porte un peu plus la balle. J'ai pas par là Harrell, Modom, j'ai pas. Dans l'histoire récente, j'ai rien. Bah, après, c'est plus vieux, genre, je sais pas, Kukoc et tout, mais bon, ça commence à faire un peu loin, quoi. Et ouais. Ouais, c'est des guards, hein. C'est des mecs qui shootent comme des zinzins, hein, qui l'ont. Moi, c'est pour ça il y a 2 ans, je crois qu'on en avait parlé, mais Clarkson, ça me faisait chier, ouais. Parce que Ah, Clarkson- mais lui, il faisait une saison horrible en vrai, en plus à l'adresse. Ouais, Plus le dossier, ça peut aller. ah oui, moi c'est ça en fait. Clarkson, ça m'avait fait chier, je crois, on en avait parlé, parce que bah, il tournait genre à 42, 43%. Je dis, ah non, mais c'est trop bas, genre, c'est un mec qui shoot, c'est tout. Ouais, non, je suis d'accord. Du coup, d'ailleurs, c'est bien pour Brogdon parce qu'il shoot bien. Du coup, 2 Brogdon, un Portis et un Quickly. Donc assez serré. Assez serré. Je vous emmène tout de suite sur un autre trophée un peu serré, le défenseur de l'année, le Deepoy, avec 2 grands favoris, Jaren Jackson Jr. et Brook Lopez. Et après, on peut discuter de quelques hommes bien intéressants, Yanis, Bam Adebayo, Evan Mobley, Nicolas Claxton aussi. Voilà, quelques joueurs qui ancrent de belles défenses. Alors, question encore une fois, messieurs, qui est votre défenseur de l'année 2023?
Ben, du coup, je me lance vu que ça semble pas se bousculer pour prendre la parole. Mais, et là, ça me dérange un peu pour le coup ce vote, mais c'est le vote pragmatique pour moi. C'est Brook Lopez. Euh, Qu'est-ce qui me dérange? C'est le fait de récompenser deux joueurs de Milwaukee, mais en même temps, disons que c'est la meilleure équipe de la ligue, donc c'est une équipe pour laquelle ça peut s'entendre. Donc ben, voilà, je vais pas faire sans dossier à Brook Lopez, mais c'est le troisième meilleur contreur de la ligue dans une top défense qu'il est tous les ans. Donc voilà, et ça me semblait légitime pour lui de plus être, de ne plus passer forcément derrière Yanis dans ce secteur. Ouais, Doc. C'est ce que j'allais dire aussi. Parce qu'en gros, c'est le def rating. Enfin, j'aime pas, pour moi, c'est si ton équipe elle est pas top 5, elle est vraiment si on ouvre large. Non, même top 10, non, je suis désolé. C'est pour moi, si t'es pas top 5, 6, 7 à la rigueur, tu peux pas prétendre à ce trophée. Et donc, je crois que t'as les Cavs qui ont une grosse défense, Celtics, Bucks, et je sais plus quels sont Grizzlies. les Grizzlies? Ah oui, oui, ils sont. En fait, Ah oui, Cavs- c'est vrai que oui, non, je suis con en fait, ça défend. Bah, c'est les mêmes En fait, choses que les Cavs. Cavs, Bucks, Celtics, Grizzlies, c'est du même niveau. C'est le top 4 qui se dégage assez loin dans la course. C'est les 4 Et meilleures donc, défenses de très loin. ouais, par rapport à ça, c'est pour côté Cavs, j'ai pas un dossier assez solide, on va dire. T'as Mobley, mais je suis pas sûr qu'il aura à ce point les faveurs tout simplement. Et le travail, même si Allen a loupé pas mal de matchs, on va dire le travail défensif est encore pas mal partagé entre les deux. Ouais. Fait une grosse fin de Donc, ouais, saison, hein, Mobley en défense, hein, d'ailleurs. ouais, non, bah lui, on a vu dès sa saison rookie, hein. On sait à quoi s'attendre avec lui. Mais il a monté les blocs. Là, il met des tartines depuis 2 mois, hein. Et là, c'est côté défensif, ça va être un très gros joueur à suivre de ce côté. Et puis, côté attaque, il faudra voir comment il évolue, mais ça part bien en tout cas. Ouais, défensivement. Donc, oui, malgré ça, c'est quand même Brook Lopez, aussi un peu pour récompenser la carrière, on va dire. Ce joueur qui était si décrié époque Nets. Moi, je trouve ça incroyable. Le voir finir 10 points, ça n'a pas de prix en fait. Ah non, mais l'arc Brook Lopez là, de sa carrière, c'est. Je suis dans une fiction, hein, c'est surréaliste, hein. Ah bah, dans une t'écris ça dans une fanfiction, on se dit que c'est pas réaliste, oui. Ah non, mais là, c'est incroyable, franchement. Réa, quelqu'un de différent, Brook Lopez? Quelqu'un de différent, Evan Mobley. Ah ouais. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de la meilleure défense. Il n'y a pas énormément de comment dire, pour moi, même si je suis d'accord, Mobley en termes de stats est un peu en dessous parce que c'est surtout depuis 2 mois qu'il met des cartouches de partout. Bon, il est quand même solide depuis le début de la saison, mais c'était un cran un petit peu inférieur, donc ça n'a pas forcément celui qui a les meilleurs stats défensifs. Mais pour moi, tu vois, il est dans le même groupe, Yanis, Bam, Lopez, Jaren Jackson Jr. Et j'arrive pas trop à les départager. Alors, j'ai regardé un petit peu les stats, j'ai regardé un petit peu les. Et finalement, mon avis, c'est que Mobley le mérite parce que, comme je te dis, meilleur défenseur de la meilleure défense. Donc, et perf impressionnante depuis 2 mois. Qui influe un peu sur mon vote, on va pas se mentir. Donc ça me paraît pas déconnant de voter pour lui. Après, voilà, ça reste un trophée NBA, donc t'as toujours un peu la prime à l'expérience. Lui, ça reste jamais qu'un son fort. Donc Jaren Jackson, un Lopez ont plus de chances de l'avoir. Mais tu vois, là j'ai les codes de Legacy Insider. Euh, le voir déjà en termes de cote au même niveau qu'un Yanis ou un Bam, pour moi, ça me prouve beaucoup. Après, je reste d'accord avec Vegas Insider. Pour moi, le vote se joue, enfin, pas mon vote, hein, c'est le vote global, se jouera entre Jaren Jackson Jr. et Brook Lopez. Et les deux le méritent en soi, pas pour les mêmes qualités, pas pour les mêmes choses, mais
Même si, allez, je mettrais favori Brook Lopez dans ce cas-là. Ouais, clairement, voilà, t'as un groupe de 5 qui le mérite. Yanis l'a déjà, donc voilà. Adebayo, il paye la défense et le mauvais classement de Miami. Ouais. Reste les 3 autres. Et puis, ben voilà, comme je vous ai expliqué, même si Lopez et Gigi ont de gros arguments aussi. Ouais, moi je rejoins les autres sur Brook Lopez aussi. Parce que bon déjà c'est la meilleure équipe de la ligue, hein, donc et ça s'est construit au début de saison sur une très 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 grosse défense d'ailleurs. Mais aussi Yanis, même s'il est très fort, tu sens que son genou le fait chier, qu'il prend un peu de repos en défense quand même en saison régulière. Toujours bon, hein, bien sûr, mais tu sens qu'il y a plus que les années précédentes que Brook Lopez est vraiment le pilier de la défense, quoi. Il est partout, il fait pas de faute, il contre quand il faut, il gêne quand il faut. Euh, Vas-y, excuse-moi, ouais. je voulais pas te couper. Et aussi, moi je suis quand même d'avis que les trophées voilà, NBA c'est aussi une storyline, etc. Et par rapport à la carrière qu'il a eue et ce qu'il est aujourd'hui, je trouve qu'il mérite d'avoir dans sa carrière voilà, un trophée comme le Deepoy parce que c'est l'aboutissement d'une carrière un peu pour lui quand même aussi. Voilà. Voilà. Je voulais juste embrayer sur ton propos en disant que ce qui fait aussi que Yanis a peut-être été moins présent en défense cette année par moment, c'est que t'as Middleton qui a manqué un bon moment, t'as eu plein de blessures à droite à gauche, lui-même s'est blessé d'ailleurs. Et donc il a dû se démultiplier en attaque encore plus que d'habitude, et ça joue aussi. Ah oui, Même complètement. même si c'est un fric physiquement, à un moment, et même LeBron, quand il joue 48 minutes, il n'arrive pas à défendre parfaitement dans 48 minutes, bah, c'est un peu pareil. Non mais complètement, comme j'avais dit pour la MVP, mais là il est à moins de un bloc et à moins de un steals. Il n'avait jamais fait ça depuis sa saison rookie. C'était il y a 10 ans. Donc voilà, c'est des stats, hein, mais ça veut bien dire quand même que bon, il a mis un petit coup de frein en défense. Parce qu'en attaque, fallait se démultiplier encore plus et parce que ben, le genou, on ménage un peu, etc. Quoi. Ouais, il reste même pas un gros bon clock. T'as Brook Lopez à côté de toi, voilà. J'ai bouffé mes mots, Ouais. t'as un gros bon clock Lopez à côté de toi qui bouffe tes stats. Et en plus, tu sais que c'est ton gars sûr que tu peux compter sur lui. Donc, tu sais que tu fort. peux relever le pied et aller là où les autres ne pourront pas t'aider. Après moi, Enfin, intrinsèquement, je pense que Mobley est le meilleur défenseur de la ligue, hein. Moi, je le dis, je pense sincèrement que à part Yanis, Mobley est le meilleur défenseur de la ligue. C'est parce que c'est pas un. Là, il le fait un peu plus, mais c'est pas un joueur qui, comme Adebayo d'ailleurs, c'est pas des joueurs qui défendent avec les stats, quoi. Mais par contre, t'as Mobley sur toi, il y a une main dans ta gueule à chaque shoot. En fait, c'est ça. Ça et bloque. puis quand tu sors l'en débarrasser, t'as l'aide derrière. Ah ouais, et en plus t'as le double rideau derrière, mais il est trop fort sur les drives, hein, vraiment. Les guards, ils ont du mal à s'en débarrasser. Il est très mobile, il a des changements de rythme au niveau des hanches qui sont vraiment rapides et tout. Et vraiment, enfin, son wingspan est énorme. Il a un bras sur ta gueule tout le temps. Il fait pas beaucoup de fautes en plus. C'est un truc le plus impressionnant parce que Jaren Jackson Jr. à côté. Jaren Jackson, alors statistiquement, il est très impressionnant, mais c'est toujours un mec qui fait beaucoup de fautes quand même. Notamment parce qu'il cherche beaucoup à le bloc. Mobley, il fait pas de fautes, hein, pas beaucoup. Il est vraiment casse-couille, hein. Les seules situations où il fait des fautes, et c'est là où il a encore à progresser, c'est quand il est vraiment en pivot pur. Comparé en power forward où il est un peu plus aligné, quand il est en pivot pur, il souffre un peu plus contre les gros pivots, les Embiid notamment. C'est pas un match-up qui fait rêver grand monde, mais il a un peu plus de mal. Trop léger. Quand Jaren Jackson Jr., je me dis là en disant que son problème de faute est réel. Et c'est depuis le début de sa carrière. Et je trouve qu'il y a une légère amélioration là-dessus. Il était temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi haut. Parce que finalement, les grosses stats, ils les avaient déjà, mais comme il fait un petit peu moins de fautes, il peut être plus longtemps sur le terrain. Et ça joue. Je pense que ça joue. Oui, ça a amélioré un peu, mais bon, voilà. Après, il fait une vraie saison, hein. Il fait une vraie saison dans un effectif, comme tu l'avais dit avant, qui a eu des problèmes. Ja Morant, voilà, hein. Et malgré tout, il ancre une top défense. Voilà. Mais voilà, par contre, je suis d'accord avec toi. Mobley me paraît le meilleur défenseur. À part peut-être
Voilà, Yannis se débarrasser de sa fantôme de jeu. Non, mais Mobley, il a le temps pour son trophée. Il l'aura. Il l'aura. Oui. Franchement, en défense, c'est Kevin Garnett. Hein. Franchement, la coupe, elle est trop simple. Défensivement, c'est Garnett. Même si après, il aura. Pippen, c'est un des meilleurs défenseurs que je connais. Il s'est jamais posé sa main dessus. Hein. Ouais, mais lui, personne l'aimait, c'est pour ça. Non, il faut voir les gadgets qu'il y avait en face aussi. Ouais, c'est l'ère des pivots, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, on est à nouveau dans l'ère des pivots aussi, mine de rien. Ouais. Parce que là, si tu dis, on est quand même sur un truc où on parle même pas d'Embiid dans cette course, alors que le gars est monstrueux en défense. On est abordé à Adebayo en disant, oui, mais bon, leur saison, c'est pas top. C'est ahurissant. Ouais. Ouais, mais il y a deux choses pour lesquelles on parle pas d'Embiid pour moi. Il y a tout le monde a les yeux sur le fait qu'il va probablement être MVP. Et c'est assez rare, enfin c'est assez rare. C'est plus rare ces dernières années d'être MVP et deploy. Ah, faut vraiment être fort. Hein. Oui, non. Il faut vraiment être C'est pas la très saison fort. pour. Et il y a un cran en dessous en défense de ce qu'il nous a montré d'autres années. Ça, je trouve pas, par contre. Là, pour moi, il a mûri. Hein. Moi, je trouve que cette saison, il est vraiment fort en défense. Il est monstrueux. C'est. Et je peux finir ma phrase. Il y a un cran en dessous dans les stats Ah, défensives. ah ouais. Bon, il est pas à 2 blocs. Bien sûr. Il est pas à 2 blocs par match. Ou pas loin. Un 7. Un 7. Un 5 l'an dernier. Moi, je Ouais, une ou deux. Ouais, c'est un peu. Non, c'est kiff-kiff. Après, c'est sur on va dire, les 5 dernières minutes de match, hein, grosso modo, où là, c'est le moment du match où il est là, bon, allez, je joue des deux côtés du terrain, là, et c'est indécent. Ou même si tu regardes, il y a pas mal de matchs qui sont pliés rapidement, c'est juste lui qui est là, bon, je m'occupe de tout en défense, et puis essayer de faire tourner un peu en attaque, et vous aiderez. Non, mais voilà. On a des bons défenseurs. Mais après, voilà, ça reste un défenseur excellent, je suis d'accord. Et par contre, ce qui peut servir à Mobley dans cette discussion, c'est que globalement, j'ai l'impression que les rebonds défensifs sont pas mal valorisés dans la course. Oui. Et que ce soit Lopez ou Jaren Jackson Jr., c'est des joueurs qui, indépendamment de leur niveau au rebond, c'est pas ce que je veux dire, parce que Lopez est un top rebondeur malgré le fait qu'ils en prennent peu finalement en termes de volume pur. Mais en tout cas, c'est des joueurs qui prennent peu de rebonds défensifs. Alors que Mobley, en étant moins seul intérieur dans son équipe, largement moins en fait même, en prend beaucoup plus. Ah, tu peux pas dire que Lopez est seul intérieur alors qu'il a Antetokounmpo à péter. Non, mais je veux dire, disons que intérieur principal, poste 5 pour caricaturer, mais disons que Mobley joue avec Jarrett Allen qui est quand même un pur 5 régulièrement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, oui, c'est pas faux. Je pense que la structure de l'équipe des Cavs, quand même, en fait que t'as 2 aspirateurs à rebond et 3 mecs à côté qui en prennent pas beaucoup, en final. Ouais. C'était moins le cas l'an dernier que Mark Allen, qui était quand même assez grand et qui prenait pas mal de rebonds. Mais là, quand t'as les Garland, Mitchell, Okoro, les trois, ils font moins de 2 mètres. En vrai, ça aide de fou pour avoir 2 aspirateurs. Hein. Je trouve ouais, extrêmement impressionnant par contre la défense des Cavs. Alors que votre défense, ça va prendre tarif avec Mitchell. Moi, j'ai toujours cru qu'on allait être bon, c'était sûr. Hein. Moi, j'avais dit, vous allez être bon, mais Mitchell, il va falloir qu'il fasse un cran. Et là, même Mitchell, j'ai l'impression de voir sa saison rookie. Là. Ouais. Ah, il se donne. Hein. Il se donne, il a pas le choix. Sinon, il se prend une tarte dans la gueule, il se donne. Et tout en arrivant, on se donne en attaque, ce qui est encore plus impressionnant. Ouais. D'ailleurs, en parlant de se donner en attaque, dernier trophée. Alors, du coup, je résume à 3 Brook Lopez et. J'ai oublié Réa. T'avais dit Glenn Lopez Evan Mobley. Ah oui, Mobley, pardon. Voilà, 3 Brook Lopez, 1 Evan Mobley. Et du coup, j'enchaîne. En précisant que je pense que c'est Brook Lopez qui l'aura. Et du coup, j'enchaîne avec le dernier trophée, le Most Improved Player, le MIP, avec quelques candidats encore une fois bien intéressants. Mark Allen, grand favori, je pense. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Mikal Bridges, entre autres, j'ai pas d'autres noms là. Messieurs, votre MIP 2022-2023, qui est-ce? Tyrese Haliburton. Bon, le craquage est parti, donc
Avec pas bien plein Si on va comme ça, je mets Mikal. Le craquage est lancé, voilà. Moi, c'est déjà Green. Alors, tu vois, c'est un peu comme avec Mobley, je sais que c'est pas lui qui l'aura. Mais pour moi, là, dans tous les noms que tu as cités, alors, certes, ils ont tous progressé dans les stats, ils ont tous prouvé qu'ils étaient encore au-dessus de ce qu'on attendait d'eux. Mais Markkanen, même s'il a été au-dessus, ça reste au mieux un lieutenant. Brunson, on savait, il était encore un petit peu au-dessus de ce qu'on attendait, mais il est plus ou moins le niveau global auquel on l'espérait, Onyx. Mais Haliburton, pour moi, cette année, alors, c'est pas la plus grosse progression dans les stats, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai vu les Pacers, par rapport à ce que je voyais quand il était aux Kings et par rapport à ce que j'ai vu des autres, déjà je me suis dit, lui, il est en train de me prouver à chaque fois que je le vois que c'est pas un lieutenant, ce sera un franchise player. Et que ce sera le franchise player des Pacers. Et c'est ça que je veux mettre en avant. Plus que Markkanen qui passe de joueur mouette à bon joueur. Ou Shea qui passe de franchise player de KC à franchise player de KC en montant ses stats. Ce qui est impressionnant, attention. Ben, moi, pour ma part, je rejoins l'avis général, je pense, avec Lauri Markkanen, effectivement, parce que je trouve, c'est la manière dont je vois ce trophée, mais je trouve que le problème, c'est qu'on est dans un prisme, un joueur qui a plus de responsabilités, notamment parce que son équipe tank en général, après un trade, comme ça a été le cas pour Markkanen, qui donc double son nombre de tirs, donc de fait double son nombre de points et devient MIP. Markkanen profite un peu de ce phénomène, mais moins, je trouve, que ses concurrents, parce qu'il affiche tout simplement des pourcentages qu'il n'a jamais affichés. Enfin, disons qu'il a fait 50 matchs un peu proche de ce qu'il fait actuellement, mais quand même moins bien. Et sinon, il a 45% en carrière au tir, tandis que là, il a 50. C'est quand même une progression assez énorme. D'autant plus que l'an dernier, il a retiré aussi comme un chagrin, hein. La plupart de ses tirs, enfin, c'était uniquement un spot-up shooter, quasiment, quoi. Donc, pour moi, cette progression un peu hors du commun, disons, pour un MIP, ça me fait voter pour lui, en plus de sa dizaine de points rajoutés à son total de l'an dernier. Ok, Markkanen. Markkanen, Haliburton, Doc. Bon, je vais faire une review plutôt. J'entends ce qui est dit pour Markkanen. J'ai pas grand-chose à dire à ce sujet. Haliburton, je le considère pas personnellement. Ensuite, il y a mon petit choix du cœur, Mikal Bridges, qui quand même, qui répond bien à la définition. Qui avait déjà pour moi, il avait en fait, lui, son cas, c'est qu'il avait un dossier en étant encore à Phoenix. Et là, depuis qu'il est passé à Brooklyn, c'est juste, on en est à se demander si ce sera un franchise player. Et au-delà de ça, je pense que le dossier sera pas assez solide. Dossier trop court. Parce que, non, mais dossier trop court, oui et non, parce que c'est vraiment sa partie Phoenix. Il y a un step-up cette saison et je trouve qu'on l'oublie un peu trop. Le gars a fait 2 step-up dans la même saison. Et j'ai pas souvenir de ça, perso. Oui, mais le step-up, ce que je veux dire, c'est que le step-up qui le fait considérer pour le MIP est trop récent. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'essaie d'expliquer, mais Il est comparable à celui d'Haliburton, hein. Parce que pour moi, c'est avant transfert, déjà, il était considéré pour le MIP. ouais, mais il était considéré loin. Ouais, ok. Plus loin. Oui, bien sûr. Et ses stats en 25 matchs à Brooklyn, elles sont violentes, hein, quand même. Non, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Il est à 27 points par match, à 48% et demi au shoot, 40% à 3 points. Non, mais c'est en étant l'option 1. C'est même pas. C'est parce que ça gagne pas, hein, mais c'est énorme, hein. C'est ça. Ouais, si tu veux, le transfert, il a lieu allez, 1 ou 2 mois plus tôt. Là, je te le dirais, il a toutes les chances d'être MIP, ouais. Perso, même s'il était resté, j'en aurais parlé. Mais donc, du coup, moi, ensuite, pour moi, ce sera pas lui non plus, mais pour moi, le dossier est très solide, c'est côté Brunson. Parce que pour moi, il bénéficie surtout du truc, changement d'équipe. Il est pour moi l'option 1. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est lui l'option 1 de New York. Il le porte bien, ce rôle. Quand on en parlait cet été, on était là justement à se dire ça peut être une très bonne signature pour les Knicks, mais en même temps,
quel est le dernier point guard qui a réussi au Knicks? Est-ce que ce sera lui qui va vaincre la malédiction? Pour le moment, ça se passe bien. Et après, donc pour moi, vraiment, c'est le... Et pour moi, c'est même loin devant, entre guillemets, c'est Shai, pardon. C'est Shai qui est loin devant, puisqu'il joue pas beaucoup plus, il prend pas beaucoup plus de tirs, mais il a explosé. Il prend un peu plus de lancer-franc, bien sûr, ça sort pas de nulle part les points, mais il a gagné en efficacité. Et puis juste, il est à 30 points, quoi. C'est le gars, tu mets un petit peu meilleur bilan côté OKC, il est dans la course au MVP. Et même pour certains, il est déjà dans la course au MVP. Moi, il me rappelle Ja Morant l'an dernier, le fameux MIP. Ouais, exactement. Ouais, il me rappelle C'est vrai. ça. Mais c'est pour ça que je pense qu'il l'aura pas d'ailleurs. Bah, il est moins considéré dans la course MVP pour moi, Shai. Et tu voterais pour Shai du coup? Ouais, je vote pour lui. C'est juste, il est à quoi? Il est en 30? Ouais, il est en 30, 35-5. 35-5. Ouais, le dossier, ça peut aller. Après, le problème qu'ont Brunson ou Shai, c'est qu'ils sont déjà, oui, quelque part à Liberton aussi, c'est qu'ils sont déjà, même si c'est moins, mais ils sont déjà très haut quelque part à la base. Et ça joue pas mal en général sur le MIP. Le MIP a tendance à plus récompenser justement un joueur comme Markkanen, où quelque part, même si ça s'explique parfaitement par les minutes jouées, par le rôle, par machin, par bidule, qui ont côté beaucoup plus Fox Zero to Hero que Shai ou Brunson, qui sont déjà des joueurs très solides. Bah, moi je suis pas d'accord, hein. Surtout pour Brunson. Hein. Pour moi, Brunson, il a explosé ses stats. Hein. Il avait tout à prouver encore. Et d'ailleurs, enfin, moi je vais le dire du coup, hein. On en aura 4 noms, hein, mais moi c'est Brunson, moi MIP. Hein. Et j'avoue que personnellement, je n'ai pas hésité très longtemps. Hein. C'est de très loin mon MIP. Hein. Principalement parce que je considère que c'est le franchise player déjà des Knicks. Le franchise player d'une équipe qui est 5e de sa conférence, une conférence très relevée, qui va frôler les 50 wins cette saison, qui a mis des gros shoots, il a fait des gros matchs, il a été très clutch cette année. Il a explosé ses statistiques. Il a remis, je peux dire, il a remis New York sur la carte, mais putain quoi, il a fait une saison de fou en fait. Après que cet été, quand il signe pour son 100 millions sur 4 ans, on a vu passer est-ce que c'est une bonne signature ou pas, c'est cher, c'est encore les Knicks qui font n'importe quoi. Bon, il y a beaucoup de doutes sur son niveau de jeu, etc. Parce qu'à la base, c'était plus un 6e homme, mais bon, c'était une 3e roue de carrosse à Dallas. Bon, c'était pas non plus. C'était pas sûr que ça allait marcher, quoi. Et pour moi, il a pété toutes les attentes. Et c'est le seul de la liste qui est franchise player d'une équipe qui va en playoff avec un putain de bilan. Donc pour moi, c'est le MIP. Alors, ça s'entend. Après, c'est peut-être mon jugement perso qui est faussé. Mais moi, le seul truc qui m'a fait hésiter quand Brunson signe à New York, c'est putain, avec leur historique de concassage de joueurs, qu'est-ce qu'ils vont encore trouver pour nous péter? Mais pour moi, Brunson, serait resté à Dallas, il sera allé où tu veux. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Pour moi, c'est l'ordre naturel des choses pour lui par rapport à ce qu'il a démontré ces 18 derniers mois. Je sais pas. Moi, je le voyais déjà très haut en fait. Moi, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même pas un joueur qui était prédestiné, même avec sa saison à Dallas, qui était prédestiné à un navire de franchise player quand même. Hein. Moi, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où pour moi, Brunson, c'est pas qu'il a pas progressé depuis qu'il est arrivé dans la ligue, mais vraiment là, le rôle qu'il a aujourd'hui à New York, c'est dans ce rôle-là qu'il est champion avec Villanova. Ce joueur en fait qui est hyper propre, il perd très peu de ballons, il distribue bien le jeu, il oriente bien le jeu. C'est pas une grosse gâchette à 3 points, mais quelqu'un de relativement efficace. Quand il faut prendre un tir, il prend un tir. Hein. Et donc ça, c'est déjà ce qu'il faisait, qu'il fait encore à nouveau maintenant du coup au Knicks à l'échelon supérieur. Ouais, c'est vraiment dans l'ordre des choses. Après, non, mais je suis d'accord. Moi, comme je t'ai dit, je le considère, je le faisais plus que le considérer dans la course. Mais pour le coup, Shai, il fait des trucs, très peu de joueurs dans la ligue le font. Même si Brunson, très peu de joueurs sont capables d'avoir autant d'impact sur leur équipe. Je veux bien que c'est ce qu'il faisait à Villanova, mais ça l'a pas empêché d'être un second tour. Ah, mais ça, je dis pas le contraire. Hein. Bah oui, mais bon. Mais
Le truc, bah si, on sait, c'est parce qu'il a fait un cursus. Je sais plus combien de temps il est resté, s'il a fait 3 ans ou pas. Je vais encore me tromper là-dessus. Mais donc c'est pas un one and done en tout cas. Au-delà de ça, c'est un joueur qui est petit, même s'il est très tanké. Et donc enfin, on connaît les scouts NBA sur le fait pourquoi est-ce qu'il est descendu. Non, mais. Oui, ce joueur fait 2m30. Non, mais Premier de draft. Non, mais quand même. Genre, j'entends, mais si le mec avait ce potentiel d'être franchise player et que ça se voyait déjà à Villanova, il serait pas second tour de draft. Ah, j'ai pas dit qu'il avait ce potentiel. Je dis que en fait, là, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il faisait à Villanova. Après, c'est incroyable qu'il le fasse. Hein. Eh oui, parce qu'il faisait ça au collège, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est être le meneur du jeu titulaire d'une équipe et juste porter l'équipe, bah, c'est compliqué à faire. Moi, je trouve que c'est un peu. Je sais pas. Juste, si je peux revenir sur le discours de Réa qui m'a un peu étonné sur un point, c'est que tu considères que Brunson, c'est une progression naturelle et attendue. Bon, pourquoi pas, même si, bien sûr, on voit un step, mais pourquoi pas. Et dans le même temps, la progression d'un Haliburton qui fait une demi-saison, enfin une toute petite demi-saison, 25 matchs, disons, en 18-10 l'an passé et qui passe en 21-10 cette année. D'autres considéraient que son trade en échange de Domantas Sabonis, star établi dans la ligue, était une aubaine pour Indiana, n'est pas d'une progression naturelle en fait. Non, j'entends ce que tu veux dire. Après, c'est une question que je suis pas personnelle et de comment je pense que c'est vu. Enfin, alors, on va le faire en deux temps. T'as le choix personnel ou comment dire pour moi, comme je disais, pour moi, le MIP, j'ai l'impression que souvent, le mec qui est pas toujours, la preuve avec Morant récemment, mais c'est souvent un mec moyen qui se met à cartonner. Et Brunson, je le vois pas comme moyen en sortant de Dallas. Pour moi, Brunson, déjà dans la saison dernière, alors, il n'était pas franchise player parce que tu as Doncic. Et tu peux pas être un franchise player quand tu as Doncic dans ton équipe. Mais pour moi, comment dire, c'est même pas une évolution naturelle. Donc je suis d'accord, quelque part, c'est l'évolution naturelle pour les deux. Mais ouais, en fait, je suis pas surpris. Pour moi, Brunson fait juste que prouver ce que j'avais vu. Qu'il a le potentiel d'être franchise player dans plein de franchises. Ce que j'avais vu depuis 1 ou 2 ans, en gros. Là, à Liberton, pour moi, c'était certes un très bon joueur, mais je ne le voyais pas aller au-dessus de lieutenant. Or, cette année, au moins sur la première partie de saison, peut-être un petit peu moins sur la deuxième, parce que Indiana a baissé aussi. Et je me suis dit, putain, ça, c'est le franchise player des Pacers. Que je ne voyais pas du tout sur les matchs de l'an dernier. Je voyais juste un lieutenant. Alors certes, pour l'instant, les Pacers sont encore un peu perdants du trade, mais je les vois moins perdants que pour le coup en vrai, même si j'aime beaucoup Liberton aussi. Je ne sais pas du tout si je suis clair, hein, mais Non mais je vois ce que tu veux dire, oui, après disons que même après ton explication, je partage pas mais je comprends ce que tu exprimes, ouais. oui, mais excuse-moi de cette image. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que a posteriori, j'ai l'impression d'entendre des gens dire aujourd'hui a posteriori, oui, Brunson c'était sûr, alors que c'est pas du tout l'image que j'ai en tête du moment de la signature et des avis. Concernant, il y a les enregistrements. Voilà. Je pense qu'on était tous globalement sur la même lignée. Faut pas oublier non plus ses playoffs de l'an dernier. Il avait fait une bonne saison déjà et il avait fait des playoffs. Ouais, il avait été bon en playoff. Il avait fait des gros playoffs. Donc, je crois qu'on était tous d'accord, en tout cas sur nous quatre, sur le fait que c'était une bonne signature pour les Knicks. Ça pouvait pas être une mauvaise signature, c'est sûr. Et ouais, après, moi, comme j'ai dit, je le considère pas. Je vois Shai faire pour moi, il fait une plus grosse saison. Après, l'argument il les emmène en playoff et tout, je l'entends. Moi, je trouve qu'il explose ses attentes quand même. Bah, après, perso, au OKC, je les voyais en 20 victoires. Hein.
Donc, Après, pour être 100% honnête, je voyais le niveau qu'il a là, aujourd'hui, il y a peu de choses près, mais je pensais qu'il serait co-franchise player avec RJ Barrett. Et or, il a complètement cannibalisé RJ Barrett, qui est passé à côté de sa saison. Ah, lui, Pas trop c'est. dire. Lui va Voilà. Je pense que c'est pas juste Brunson qui l'a cannibalisé, c'est plus compliqué que ça. Je pense que lui, dans les rumeurs de trade tout l'été, ça lui a pas fait du bien. Bah, il va y retourner. Hein, Voilà. Mais, euh, mais voilà. Après, moi, je te dis, j'avais vraiment peur parce que New York, je te dis, a l'habitude de. Même quand ils font une bonne signature, c'est un peu comme comme les Kings, c'est les dernières décennies, c'est même quand ils font un truc bien, t'es là, qu'est-ce qui va merder, putain. Et, oui, c'était ma crainte, mais ce qui soit les 1 me surprend pas tellement, comme je sais que pour les votants, et pour nous aussi, quelque part, il y a le côté, le MIP va souvent un joueur moyen qui explose complètement. Il démarre de trop haut pour moi. C'est peut-être parce que moi-même, je le considère trop en début de saison par rapport à ce que les gens voyaient. C'est pas possible non plus. Mais comme peut-être les gens qui nous écoutent diront Real, tu dis de la merde, moi, Liberton, je le voyais super haut en début de saison, donc ton jeu en Asie est pas cohérent, et je le comprendrais aussi. Ouais, puis rappelons-nous tout de même qu'un certain fan d'Enix dont nous tairons le nom avait expliqué qu'il s'agissait d'un joueur moyen surpayé. Donc un joueur moyen surpayé à 24 points par match, quand même, on peut le souligner. Tu veux dire le même fan d'Enix qui te dit si les Knicks sont pas champions, la saison elle est ratée, alors qu'ils étaient 13e la saison d'avant? c'est ça. on lui fait une petite dédicace. Voilà. Il aurait pris son paquet gratuit. Ah non, c'est pas gratuit, moi je le fais payer. Ouais, c'est pas grave, il nous écoute pas, ça ira. On loupe rien. On loupe rien. Bon, bah, du coup, là, on va conclure ce podcast sur les NBA Awards. Donc, du coup, pour le MIP, on n'aura que des réponses différentes, hein, puisqu'il y a un Bronson, un Markkanen, un Shai et un mec qui a voté à Liberton. Bon, ouais, d'accord. Oh, le manque J'espère que ça vous a plu et on va essayer d'enchaîner assez rapidement avec le play-in qui approche à grands pas. Alors ouais, on va essayer de débloquer du temps pour vous faire ça dans les plus brefs délais. Passez une bonne soirée, une bonne fin de saison NBA et au revoir. Au revoir. Salut. Salut.